Salut à tous, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui pour un nouvel épisode d'En Parlons Mieux. Aujourd'hui, mon invitée sera Sabrina Nouchi et j'ai hâte que vous voyez cet épisode parce qu'il a été super impactant et on parle notamment de son film Ça arrive qui parle de violence sexuelle, donc nous touchons un sujet extrêmement profond. Bon visionnage. Sabrina, coucou! Coucou, ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Sabrina, j'ai hâte qu'on ait cette conversation ensemble parce que déjà j'ai envie de parler de toi, de tout ton parcours qui est très enrichissant, j'imagine déjà pour toi, mais qui est très complet. Mais qui dit parcours enrichissant et complet dit que c'est très facile de tomber dans la catégorisation de soi et dans la catégorisation de l'autre. Donc la première question que je vais te poser, c'est Sabrina, qui es-tu au-delà de l'ego? Au-delà de ton âge, de ton genre, de ta profession, de qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi l'essence de Sabrina. C'est très marrant que tu me demandes ça, parce qu'une fois j'avais fait une séance d'hypnothérapie et on calcule, enfin pas on calculait, on trouvait l'essence justement pour trouver l'essence. Et il m'avait dit, il pose 3 questions quand tu es sous hypnose. La première, c'est si tu as 1 000 000 €, qu'est-ce que tu fais? Si te reste 1 an à vivre, qu'est-ce que tu fais? Et sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Et en fait, à la fin de mes réponses, qui n'étaient pas du tout des réponses en accord avec mon rêve de cinéma ou quoi, rien à voir, il m'a dit en fait, ton essence, elle est sociale. Donc, elle est tournée vers l'autre pour aider l'autre, etc. Et je pense que ça résume bien au-delà des films, de mes rêves, de mes écoles, etc. Je suis assez tournée vers l'autre. Est-ce que je pourrais te retourner les 3 questions? Parce que tes réponses m'intriguent énormément. Alors, j'avais répondu si j'ai 1 million d'euros, je m'attendais à répondre consciemment, je t'aurais dit bah, je fais des films. Et en fait, j'avais répondu que je voulais créer une espèce de structure pour les sans-abri avec 1 an pour que on leur fasse chacun un petit appartement. Donc, c'est vraiment une immense structure où ils aient tous un appartement avec une clé qui soit vraiment pas considéré comme dans un foyer ou quoi, qui retrouvent un peu d'humanité, accompagnés par des psys, des addictologues, des gens qui développent leur mindset, etc. Mais ils avaient 1 an pour s'en sortir. En gros, c'était ça. Donc voilà. Sur la Pardon, je question, te coupe. Pourquoi les sans-abri? Pourquoi cette réponse? alors là, mais Ça écoute, vient d'où? Tu sais pas? en fait, si c'est un truc que j'ai toujours voulu faire avant, D'accord. où je me disais si un jour je suis vraiment millionnaire, je créerai quelque chose comme ça parce que bah déjà il y en a énormément. Et puis je pense que c'est juste des gens qu'on est-ce qu'ils ont eu le choix? Est-ce qu'ils ont fait les mauvais choix? Mais en tout cas, un petit coup de pouce, ça peut changer des vies. Et, et des fois, il y a aussi de la maladie. Et bon, il faut un accompagnement psychiatrique, etc. Mais des fois, il suffit d'un coup de pouce, quoi. Mmh. Je Mmh. pense que tu n'es pas né pour devenir SDF. Tu as Mmh. forcément quelque chose qui t'a amené là. Et si quelqu'un te tend la main, on peut. Mais alors, j'insiste, pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à avoir un yacht dans les îles Maurice? Et Ah, pourquoi la question des SDF précisément? Est-ce qu'il y a eu un jour où ça t'a touché, tu as eu un déclic, quelqu'un t'a dit quelque chose, tu as vu un SDF? Et pourquoi cette question-là? écoute, je sais pas pourquoi ça m'a toujours touchée. Déjà, quand je les vois dans la rue, enfin, j'ai toujours envie de tendre la main. Et je pense que c'est parce que j'ai un film qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Un monde meilleur. Mmh. Et dedans, c'est le petit de Sixième Sens qui joue, L.A. Joel Osment, ça s'appelait. Et en fait, il tend la main à un SDF. Et sa seule règle, c'est que lui tende la main à 3 personnes Mmh. pour faire un monde J'adore, meilleur. j'adore. Est-ce que ça me vient de là? Je ne sais pas. Mmh. Mais oui, il y a quelque chose qui me. Puis je, je me dis, on peut aider, ça coûte pas grand-chose finalement, et pour eux, ça peut tout changer, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai répondu ça. J'ai répondu ça. Ça m'a trotté dans la tête déjà bien avant, mais pourquoi j'ai répondu ça alors que oui, yacht, tout ça, non, ça m'intéresse pas. C'est vraiment des trucs, tout ce qui est matériel, ça m'intéresse pas vraiment, en fait. Mmh, tu pas matérialiste. Non, pas du tout, pas du tout. Donc ouais. Après, j'avais répondu quoi, c'était quoi l'autre question? Ah oui, s'il me restait 1 an à Oui. vivre, je détestais voyager à cette époque, mais limite, vraiment, quand je voyageais, j'avais l'impression que je perdais mes repères, que Mmh. je retrouverais jamais mon pays. J'avais un espèce de syndrome de gens qui ont dû quitter leur pays de force. Enfin bref. Et j'ai répondu faire le tour du monde. Waouh! Et à la dernière question, donc c'est un peu égotique, mais j'avais répondu qu'est-ce que je veux qu'on dise sur mon lit de mort? J'avais répondu que j'ai changé le monde.
Et un peu d'ego quand même. Comme un peu d'ego, mais un bon ego parce que finalement ça va être Oui, bénéfique à tout le monde. oui, voilà. Enfin, Mais comment est-ce que tu veux changer le monde? Qu'est-ce que tu veux changer précisément? Quels sont les grands axes que tu veux changer? Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer le monde? heu, à cette époque-là, je sais pas ce que c'était exactement. Ça revenait à tendre la main, en fait. Tendre la main parce que des fois, on voit des gens qui ont du potentiel, qui sont à ça de devenir, bah, d'être dans leur plein potentiel et au final, ils peuvent rater et passer à côté de leur vie, bah, parce qu'on les a pas, on leur a pas donné des clés, on les a pas orientés, on leur a pas filé un petit coup de main quand ils étaient au plus bas et puis les gens qui vont bien, sont des gens, qui qui sont, heu, équilibrés et donc si tu es équilibré forcément, ben, tu es moins dans, cette méchanceté qu'on peut voir, cette individualité qu'on peut voir aujourd'hui. Si tu vas bien en général, Mmh. c'est smooth et je me dis: «Si tout le monde va bien, on peut changer le monde, quoi». Mais aujourd'hui, je changerais, l'éducation. Je pense qu'il y a une vraie, il y a un vrai fléau avec, comment les parents éduquent leurs enfants et je trouve ça irresponsable que des gens alors là, tout le monde va me tuer. «Non, mais qu'est-ce qu'elle dit et tout?» mais moi, c'est ce que je pense et j'assume totalement. Je trouve ça irresponsable que des gens qui ne se sont pas réparés fassent des gosses. Parce que ça donne des gosses qui portent des choses qui ne leur appartiennent pas. C'est quand même le métier le plus dur du monde, d'être parent et tout le monde peut être parent comme ça, sans formation, Mmh. sans et donc au final, ça donne des enfants, bah, qui sont mal construits et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et le monde va mal aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour se réparer? Eh bah, alors là, je pense qu'il y a plein de façons, hein. Il y a, suivi psychologique, on apprend à se connaître déjà. Je pense que d'apprendre à se connaître, c'est vraiment la base, hein. Tu apprends à te connaître et puis tu apprends je pense qu'il y a un truc qu'on dit pas assez, c'est un prof de philo qui me l'avait dit et je crois que c'est Descartes qui disait ça, mais je suis pas si sûre donc à vérifier, qui disait: «Pour l'instant, tu n'es pas libre, tu n'es que ce que le fruit tu n'es que, le» je vais recommencer. Qui disait: «Pour l'instant, tu n'es pas libre, tu n'es que le fruit de ce qu'on a fait de toi» et j'avais 18 ans quand il m'a dit ça, j'étais en littéraire et je m'étais dit: «Oh waouh, quoi? Non, il faut que je sache ce qu'on a fait de moi et que je fasse, quelque chose» et donc je m'étais dit: «OK, la vraie question à se poser maintenant, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce qu'on a fait de moi?» et donc j'ai commencé la psychothérapie à 20 ans, j'ai fait des études là-dessus, mais même sans les études, quoi. J'ai commencé à apprendre à me connaître vraiment, à qu'est-ce qui m'appartient dans mes goûts, mes choix, mes valeurs, mes envies ou qu'est-ce que je porte de la lignée de mon père ou la lignée de ma mère et voilà, j'ai toujours fait ce travail-là et je pense que on se répare, en apprenant, à se connaître, à être résilient aussi. Alors comment on apprend à être résilient? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des techniques sûrement, il y a une personne référence. Souvent dans la résilience, il y a une personne référence qui a été là, qui a aidé. Mmh. Donc voilà. Comment est-ce qu'on sait si on est totalement réparé et qu'on est prêt à être parent? Est-ce que c'est possible même? En fait, je pense pas qu'il faille être totalement réparé, mais je pense qu'il faut avoir conscience Mmh. de qui on est pour faire attention Mmh. à pas à pas, ne pas se rendre compte de ce qu'on est en train de transmettre, quoi. Je pense que quand on est conscient de qui on est, même si c'est pas encore tout à fait réparé, on peut faire attention à pas se laisser aller à voilà, à faire, n'importe quoi, dire n'importe quoi, Mmh. sur une phrase, on peut, détruire une estime, hein, donc bon. Mmh. À quel point tu penses avoir subi les cassures de tes parents? Je sais pas, moi j'ai une grande résilience, donc je pense que ça m'a pas suivi très longtemps. Mmh. Je pense qu'à 18-20, c'était fini, hein. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé la psychothérapie, ça comptait plus, en fait et puis Mmh. mes parents, ils étaient maladroits. Ils étaient pas foncièrement méchants, mais ils étaient très maladroits, donc ils étaient vexants parfois et puis moi, j'étais très sensible. Donc même sans qu'ils soient vexants, j'étais vexée de toute façon. Mmh. Donc ouais, je pense qu'à force d'apprendre à me connaître et de travailler sur moi, ça me pollue pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé à 18, 20 ans? Est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a mis à part cette phrase, est-ce qu'il y a des événements, des rencontres qui t'ont fait dire que: «Waouh, d'accord, je vais commencer la psychothérapie» ou d'ailleurs, c'était de la psychanalyse? C'était quoi comme, Non, c'était de mouvement? la psychothérapie. Psychothérapie, d'accord. Alors, en fait, moi, mes 18 ans, c'était, je sais pas pourquoi, hein, mais dans ma tête, c'était le début du reste de ma vie.
Donc, je me disais, les J'y choix que je vais faire aujourd'hui vont déterminer tout mon avenir. C'est le moment où tu choisis si tu fais des études ou Oui. pas, le travail que tu veux faire ou pas, Mmh. etc. Donc, c'était une grosse pression pour moi. Quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, OK, maintenant, Ça enfin, commence. faut passer l'épreuve de réalité, ça commence. Tout ce qu'on nous Mmh. vend depuis toujours, là, Mmh. fais ta vie, trouve un travail, fais des études. Et moi, je voulais être actrice. Donc, et ma mère, comme j'avais eu le bac avec mention, à sa grande surprise, et à la mienne aussi, elle voulait absolument que je fasse des études et j'ai fait 2 jours à la Sorbonne et je sentais que c'était pas ma place. Donc j'ai fait 2 jours à la Sorbonne et je me suis dit: «Ah non, pas du tout». On re En quoi? En LEA, En LEA? mais on faisait que du français. Mmh. Donc bon, et je me suis dit: «Non mais pas du tout. Allez, stop». J'ai appelé ma mère, j'ai dit: «Écoute, moi je veux être actrice depuis toujours. Donc je vais faire une école d'acting». Mmh. Et voilà. Comment est-ce qu'elle a réagi? Elle m'a dit: «OK, tu prends une année sabbatique». J'ai dit: «Ouais, ouais, si tu veux». Et puis après j'ai jamais après j'ai voulu étudier la psycho, mais c'était, pour moi. Pour moi, pour apprendre à me connaître, j'adore apprendre à connaître l'humain. Et puis, quand tu es acteur, avoir un minimum d'acquis à ce niveau-là, je trouve que c'est tellement nourrissant pour nourrir des personnages, d'apprendre à regarder de près la complexité humaine, c'est génial. Quelles Donc, sont les plus grandes choses que tu as appris sur toi en psychothérapie? j'étais anxieuse. Ouais, Mmh. alors là, je l'avais pas vu venir celle-là, hein. J'étais très anxieuse. Je pensais vraiment que j'étais une des meufs qui s'en foutait le plus au monde, de tout. Et en fait, non, je suis une grande anxieuse. Alors, je Comment fais ça pas de crise s'exprimait? d'angoisse, je suis pas angoissée, c'est Ouais, pour ça que je le sens pas. d'accord. Oui, C'est oui. parce que je le sens pas. Mais ça s'exprimait, je sais pas comment, ah oui, si, mais bien sûr que je sais, ça s'exprime par un taux de cortisol tellement élevé qui fait que je gonfle, je suis bouffie, enfin donc ouais, ouais, et ma psy m'a dit: «Mais en fait, vous êtes une grande anxieuse, vous êtes pas si, je m'en fous de tout, quoi». Mais c'est vrai que je le sens pas dans ma vie de tous les jours. Mmh. Est-ce que tu as changé un comportement face à cette anxiété? Est-ce que tu as commencé à adapter de nouvelles choses dans ta vie pour gérer cette anxiété? Ou tu t'es juste dit: «Ah d'accord, je suis une anxieuse», mais tu as continué ta vie sans rien faire de différent? Non, non, je suis du genre action-réaction. Donc j'ai, commencé à prendre des plantes, D'accord. genre de l'ashwagandha, pour réguler mon cortisol déjà, Oui. parce que c'est très chiant d'avoir énormément de cortisol. Vraiment, tu prends du poids, tu gonfles et tout, Mmh. c'est très, très chiant. Mmh. J'évite de me coucher trop tard, je regarde pas d'écran avant de dormir, Mmh. j'essaie. Mmh. Je fais de la cohérence cardiaque 4-5 fois par jour. Cohérence cardiaque. Pour Dis-moi faire comment tu fais? retomber mon tu 5, tu bloques, tu expires 5. Enfin, il y a 1 milliard de façons de faire de D'accord. la cohérence OK. cardiaque, mais en gros, tu respires 5-6 fois d'affilée et ça, d'un coup, ça te fait passer en mode off, Ouais. mode parasympathique et Oui, oui. ça fait redescendre le cortisol. Je prends des douches glacées depuis que j'ai 20 ans. Mmh. Glacées, je commence à l'eau tiède parce que j'aime pas l'eau chaude Mmh. et ça aussi, ça fait redescendre. Je fais du sport, enfin, voilà. Mais pas du sport à haute intensité parce que le sport à haute intensité, quand j'en faisais, ça augmentait le Oui. cortisol. Oui, oui. Donc, mais personne te le dit ça. Non. Donc évidemment, toi, tu crois que tu fais du hit, tu vas maigrir Ouais, et c'est tout, ça, et au exactement. final, pas Non. du tout, tu as pris 8 Et kilos. ouais, ouais, ton taux de cortisol, il est encore plus élevé que quand tu C'est ça, arrivé. voilà. Donc on vous le dit, les gars, si Ouais, vous c'est faites du hit et que vous grossissez, c'est le cortisol. OK. Sabrina, maintenant, j'ai envie que tu te définisses à travers ton ego. Donc dis-moi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel a été ton parcours là, au niveau, de la société, au niveau, très, officiel, on va dire? Alors, qu'est-ce que donc je suis comédienne de base, voyant que, ça allait être beaucoup de patience et d'attente, moi qui n'aime pas attendre, je suis devenue, réalisatrice. Voyant que c'était compliqué, de se faire produire, je suis devenue productrice. Voyant que c'était compliqué de se faire distribuer, je suis devenue distributrice. Magnifique. Et entre-temps, et vu que je suis assez exigeante dans le jeu que j'attends de mes comédiens et que je trouve pas forcément mon bonheur dans ce qu'on voit, actuellement, ou dans certains comédiens que je peux voir en casting, et je déteste faire passer des castings, j'ai créé une école. Comme ça, je forme des comédiens et je les fais tourner dans mes films et au moins on sait comment on travaille et ils savent ce que j'attends et au final ça va très bien. Tu avoir le contrôle sur tout, tu être très La indépendante. meuf est contrôlante. J'ai appris ça aussi, que j'avais un petit côté contrôlant en psychothérapie que j'avais pas vu du tout parce que je pensais au contrôle fric, tu sais, qui veulent tout Mmh. contrôler et tout. Et Mmh. comme moi, c'est pas partout, il y a Mmh. vraiment des trucs où j'en ai rien à foutre et je m'en fous de pas contrôler. Et il y a des endroits, ouais, où par contre, là, oui. Mais c'est comme c'est très peu d'endroits, j'ai eu Mmh. du mal à me dire: «Ah bon, je suis contrôlante?» Bref, maintenant je le sais. Bah, j'imagine que ce sont des endroits qui te tiennent à cœur
Où là, tu te Ouais, et dis: comme il y a «Non, pas je peux beaucoup de pas laisser choses, ça passer, donc il faut que j'ai le contrôle sur tout. c'est ça. Si on m'accepte pas dans un casting, bah, je vais devenir productrice et si, hein, je vais faire mon école», c'est Alors ça, c'est pas tant le contrôle, par contre, c'est l'indépendance et la liberté. oui. Ça, c'est après le contrôle, c'est plus, oui, dans le résultat que je veux. Il y a des fois où je peux être, insistante, mais comme c'est très rare, je suis précise que sur Mmh. un domaine Mmh. particulier, quoi. Donc dans tout le reste de ma vie, franchement, je suis assez, je follow, quoi. Je suis easy going, mais par contre, oui, quand je veux un truc particulièrement, comme j'en veux pas beaucoup, Mmh. là, ouais. Mais non, l'indépendance, par contre, Mmh. c'est plus ça. Je voulais être totalement indépendante et libre de faire ce que je veux, de raconter les histoires que je veux, de tourner avec les acteurs que je veux, de pas devoir, répondre à des dictats de ça se dit pas, ça se dit plus, ça change tous les jours. De non, mais lui, il est pas assez connu, on le fait pas tourner. De non, mais il faut, 3 000 000 pour faire un film. Ça Et m'intéresse est-ce pas. que ça s'est suivi? Est-ce que tu faisais ça en Mmh. simultané? Un coup, tu étais comédienne, un coup, tu étais productrice? Enfin, comment ton parcours s'est construit? D'abord, j'étais comédienne OK. et je me suis formée beaucoup de 7 à je dirais encore aujourd'hui, mais en Mmh. tout cas, j'ai eu un parcours de formation très long. Ensuite, le garçon que tu as croisé tout à l'heure qui est réalisateur, a réalisé un premier long métrage indépendant Mmh. et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ah ouais, c'est ça? Bah, c'est simple, en fait». Et du coup, comme je faisais une petite déprime, parce que je tournais pas du tout moi, je tournais pour mes potes, mais je faisais trop indienne et il y a pas d'indiens en France qui sont représentés au cinéma. Mmh. On me disait toujours depuis que j'avais de mon premier agent, j'avais 13 ans, on me disait: «Tu fais pas assez arabe, tu fais pas» c'était pas la mode comme aujourd'hui, Oui, et donc je me disais: «Bon, ça va être complexe» et c'était inimaginable que je tourne pas. Donc mmh. je me suis dit: «Je m'en fous, je vais écrire un film, je vais tourner dedans jusqu'au jour où, un jour, on me verra». Sauf qu'après, j'ai pris goût à réaliser des films, à écrire des histoires et à jouer dedans parce que je me suis donné mes meilleurs rôles. Moi, j'adore, enfin, je sais pas, la vie est longue, mais en Mmh. tout cas, j'ai joué tout ce que j'avais envie de jouer. Et du coup, même, j'ai commencé à réaliser des films sans jouer dedans. Et après, bah, j'ai fait des films, j'en ai fait 7. Là, je vais faire mon 8e cet été. Et à mon 7e, je me suis dit: «Bon, c'est bien, j'ai fait 6 longs métrages, j'ai jamais fait de court métrage, mais alors personne les a vus». En soi, j'en ai un peu rien à faire, j'avoue que je fais les films pour moi. Mais il fallait aussi à un moment donné que ça devienne, enfin que ça soit vu pour que je puisse toujours en faire. Et donc le seul film que j'ai vraiment, aimé, que j'avais fait, je les ai aimés les autres, mais ils étaient maladroits, puis il y en a que j'ai pas aimé du tout, que j'ai raté mon 5e film, faut le faire. Et ben, je me suis dit: «Vas-y, je le produis lui et je le distribue, moi». Parce que c'est pareil, t'envoies un film que t'as déjà tourné à un distributeur, ça met 100 ans pour avoir une réponse et le temps passe et moi j'ai pas le temps. Donc c'est venu en fait comme ça petit à petit, en fait, j'ai un problème et j'essaie de trouver une solution. En gros, Mmh. c'est ça. Est-ce que tu pourrais assimiler ça de l'hyperactivité à de l'ambition? Pourquoi est-ce que tu as voulu accomplir autant? Est-ce que c'était aussi pour combler on va dire un silence collectif? Parce que tu dis que tu fais les films pour toi, mais en même temps tu as cet aspect social, donc est-ce que c'était vraiment que pour toi? Est-ce que c'était aussi pour les autres? Est-ce que, tu as été déçu que tes films n'ont pas été aussi vus que tu le voudrais? Parce que c'est aussi pour passer un message, j'imagine, il y a une morale, enfin comment est-ce que Pas vraiment, non. Personne n'a vu mes films parce que personne n'a vu mes films, tout simplement parce que je mmh. ne les ai pas montrés. Ah, tu ne Donc les as pas pas montrés? du tout, non. Je les ai mis dans des tiroirs. Parce que le problème, c'est qu'une fois que je les avais faits comme j'ai fait pour moi, ah, c'est bon, je les avais faits. J'avais pas Mmh. envie forcément qu'ils soient vus, j'avais pas envie forcément, qu'ils soient distribués. Comme un journal intime et Ouais, j'en avais rien à faire vraiment. OK. Et puis après, j'ai commencé à me dire: «Bon, quand même, il y a des comédiens qui tournent dans mes films, peut-être qu'eux ont envie que le film soit vu». J'ai arrêté d'être égoïste. Et puis il y a des films comme le dernier où lui, je me suis dit: «Lui, OK, je peux le montrer. Je peux le montrer sans rougir dans la salle pendant que je le regarde avec les autres». Parce que je les revois pas mes films, puisque je les monte, je les ai assez vus, mais au moins je les vois la première fois qu'ils sont diffusés pour être sûr que tout va bien et après je le regarde plus jamais. Pourquoi? Bah, parce que ça y est, je l'ai fait, je l'ai vu, ça je passe à autre chose en fait, je vais pas Mais est-ce qu'il y a une part de honte? Est-ce qu'il y a une part de: «Waouh, c'est une partie très intime de Sabrina et donc tout le monde va voir cette partie intime»? non, même pas, il y a juste une part de ça y est, passons à autre chose. C'est fait, c'est fait, je suis pas très sur, et puis surtout, j'aime pas voir plus que ça. J'ai vu une fois, j'ai checké, tout est bon, le mixage passe bien, la salle passe bien, l'étalonnage, ça va, c'est ce que je voulais, le montage est OK. Après c'est bon, C'est la satisfaction de le faire pour toi parce que tu es pas en quête de reconnaissance, voilà. plus que ça. Donc après, je suis très pressée de passer au prochain.
Donc, en général, quand enfin, je suis déjà sur le prochain quand j'attaque, enfin, quand j'attaque non, puisqu'avant je l'avais pas fait, mais là, quand j'ai attaqué la promo de Ça arrive, je j'étais pas sur le prochain parce que j'étais fatiguée, j'avais plus envie de faire de cinéma, mais juste parce que j'étais fatiguée, j'avais la flemme. Et très vite, j'ai eu l'envie de refaire un film et là, voilà, je tourne cet été. Dans tout ton parcours, comment est-ce que tu t'es imposée dans le cinéma indépendant en tant que femme? Parce que ça doit être quand même très dur. Quels sont les obstacles que tu as rencontrés, si tu en as rencontré, mais j'imagine que oui. Comment est-ce que tu as réagi? Alors non, je Non? n'en ai pas D'accord, rencontré. j'adore, vas-y développe. Franchement, cette question, elle me, en tout cas dans ma réalité, elle ne me parle pas du tout. Pas du tout. Après, sûrement, hein, chacun sa réalité, donc j'entends bien qu'il y a des gens qui ont plus de mal parce que ce sont des femmes, etc. Mais alors moi, ça se fait pas de faire. Mais bon, moi, j'ai pas de ça. En fait, j'ai jamais focus là-dessus. Tu sais, quand il y a un système dans le Ouais. cerveau qui est le Oui, système réticulo-activateur, exactement, quand tu exactement. focuses sur un truc, tu l'attires. Mais pas spirituellement forcément parlant, mais déjà C'est scientifiquement, pour toi, la question voilà, ne se pose même pas parce qu'elle n'existe elle pas, donc n'existe forcément pas. tu ne l'as pas vue, donc tu t'es pas confrontée à Exactement, mon prisme des ne le obstacles voit pas. dessus, quoi. J'ai eu aucun problème à réaliser des films Mmh. parce que j'étais une femme. Mais bien au contraire, même, je pense que j'ai. Et puis, je me suis jamais sentie en dessous des hommes ou quoi. Enfin, moi, j'ai toujours été la meuf qui a le plus de couilles à table. Donc, je travaille qu'avec des mecs qui me suivent. Enfin, c'est moi le patron, quoi. Donc, j'ai pas moi, je suis très mal placée pour répondre à cette question. Je suppose qu'il y a des femmes qui en ont bavé, tu vois, mais moi, franchement, ça n'existe pas dans ma réalité. Il te vient d'où ce sentiment de légitimité? Parce que la majeure partie des gens te diraient: «Mais en fait, je me sens pas légitime, mais en fait, j'ai pas de nin Toi, j'ai l'impression, tu en mode: «Ouais, bah, voilà, j'ai le plus de couilles sur la table alors que moi, je suis une femme, j'ai plus de testostérone que les autres me suivent et je suis hyper légitime de donner des ordres et de faire mon truc et tout». En Mais fait, magnifique la confiance en toi, mais elle vient d'où? de la De la psychothérapie. psychothérapie. Non, la confiance en moi, elle vient du courage. De toute façon, tu sais, Ton courage, il vient d'où? quand tu veux travailler la confiance en toi, en général, il faut travailler le courage, il faut Totalement. affronter tes peurs. Oui. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours animée depuis que je suis petite, hein, c'est je n'ai pas le temps. Le temps passe trop vite. Quand j'avais 9 ans, et en même temps, j'avais pas envie de vieillir. Quand j'avais 9 ans, je voulais pas avoir 10 ans. Quand j'avais 18 ans, je voulais pas avoir 20 ans. Enfin, j'étais au fond du sac quand j'ai eu 20 ans. Alors, quand j'ai eu 30, mais je te parle même pas des 40 peut-être qui arrivent un jour. Enfin, donc, déjà, j'ai pas le temps. Ensuite, je suis quand même assez hyper consciente que le monde tourne pas autour de moi. Il se passe des trucs dans le monde, des vrais trucs. Il y avait vraiment des gens qui souffrent, vraiment. Il y a vraiment, alors on fait pas un concours de misère, mais j'ai cette hyper conscience de tout ça. Donc je me dis tout simplement, en fait, j'ai pas le temps du bullshit là, de légitime, pas légitime. Je te dis pas que je me sens légitime, je te dis que je me pose même pas la question. Parce que je n'ai pas le temps de me regarder le nombril en me disant: «Oh mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis à ma place?» J'en ai rien à foutre. Je veux un truc, je vais le chercher, point, quoi. Le temps passe vite et surtout, j'ai pas envie de mourir en regrettant, mais quoi que ce soit. Donc ça m'anime fortement. Donc j'ai peur, j'y vais. Je m'en fous, on verra ce qui se passe. Et donc tout ça, ça construit de la confiance en toi parce que je me pointe toujours à mon propre rendez-vous et j'ai beaucoup de discipline parce que je sais qui je vais être dans 10 ans et comme j'y arrive jamais, ce qui est génial parce que du coup, ça me fait continuer de me lever pour quelque chose, j'apprends énormément sur le chemin, donc ça demande de la discipline et cette discipline, elle construit ton estime de toi. Donc j'ai pas le temps de me poser 100 fois la question si je suis légitime et très honnêtement, quand je regarde ce qui se fait et ce qui sort, ça va. Enfin, je veux dire, si j'avais vécu à Hollywood, peut-être que ou au Danemark, peut-être que je me serais dit: il y a quand même, une concurrence qui est rude, rude, rude». Là, en France, bon, des fois, je vois sortir des navets, ça va, je peux faire mieux dans ma chambre avec un iPhone. Donc à un moment donné, juste aussi, je regarde ce qui se fait et je me dis: «Ouais, donc eux, ils sont tout à fait légitimes de sortir cette bouse et tout le monde y croit, ils font 2 Mmh. entrées. Très bien». Ils se posent pas la question. Quel est ton rapport au temps, à la vie, à la mort, le sens de ta vie? Le temps, je déteste. Ça, à la fois, je vis à 1000 allures et à la fois mais c'est parce que j'aime pas vieillir. J'aime pas grandir. Plus que vieillir, j'aime pas grandir. J'ai envie de rester une enfant toute la journée, j'aime pas les adultes. J'aime pas les adultes, j'ai pas envie d'être une adulte. Donc quand le temps passe, je me vois grandir, je me vois vieillir. Alors j'adore le côté où je m'assagis, mais je vieillis. Donc Parce que ça veut dire quoi être un enfant? Ça veut dire quoi être un adulte? bah, je sais pas, pour moi être un adulte, la vision que j'ai des adultes, c'est d'une tristesse. Ils sont plus du tout connectés à leur enfant intérieur. Ils sont complètement névrosés. Ils sont pas équilibrés la plupart du temps, ils souffrent, tout le temps.
qui sont tristes. Ouais, Et si c'est ça ce t'étais que une je vois. adulte heureuse, Je connectée à suis une son adulte, enfant? du coup, je me sens une adulte heureuse, mais j'ai pas envie d'être, une adulte comme eux, en tout cas. Mhm, ok. Après, je te fais une généralité. Oui, Heureusement, oui, dans mon évidemment. entourage, en tout cas, les adultes que je connais sont plutôt comme moi, Ouais. plutôt que mais c'est une généralité basique, quoi, mais c'est pour le coup, c'est mon enfant qui te parle, là. Mhm, Là, je te dis comment moi, enfant, je oui, voyais les adultes oui. et déjà, enfant, je me disais: «Oh là là, ça a l'air l'enfer, ça a l'air d'être l'enfer d'être, eux». Donc moi, je suis toujours restée assez connectée à mon enfant intérieur. Je suis une gamine, en fait, moi, je me Mhm, sens une gosse, vraiment. Donc le temps qui passe te rappelle que tu n'es plus un enfant. mhm. Et il y a une phrase de Jacques Brel que j'adore, d'une de mes chansons préférées, qui s'appelle «La chanson des vieux amants», qui dit, «Il nous aura fallu bien du talent pour être, vieux sans être adulte». J'adore cette phrase et donc je trouve que c'est un talent de rester connecté à son enfant intérieur et de rester, avec les yeux, et en même temps, je suis totalement, fataliste et moi, je suis tout et son contraire, c'est l'enfer, hein. Mmh. Donc je suis autant un enfant qu'un vieux, que enfin, c'est l'enfer et donc ouais, le temps, pas ouf. C'était quoi l'autre question? Est-ce que tu as trouvé un sens à ta vie, quelque chose qui t'anime tous les jours? Hem, alors j'ai trouvé un moyen de m'amuser, le cinéma. Transmettre, ça m'anime, avec mon école. Après, très honnêtement, je pense qu'une fois, par jour, je me demande: «À quoi bon ce monde? Pourquoi je suis là?» C'est pas que je cherche le sens de ma vie, hein, mais juste, si on me donnait la clé, moi j'éteindrais. Si on me donnait la clé du monde là et on dirait: «On fait quoi? On continue?» Je dirais: «Non, on arrête tout les gars» et j'éteindrais. Pourquoi? Je sais pas, je vois pas l'intérêt. Je vois pas où on va, pourquoi faire, ça m'anime autant que le reste, tu vois? C'est genre, Ouais. je suis très pas bipolaire parce que je suis pas c'est pas une Mmh. pathologie, tu vois? Mais je suis très, Dichotomique dans tes pensées. ouais, voilà, je suis très tout et tu prends l'inverse et je peux te l'argumenter avec la même conviction. Je Je pense comprends, les je suis 2. exactement pareil. C'est Ouais. et donc souvent je me dis: «À quoi bon? C'est quoi le sens de la vie? Pourquoi on vient? Pour mourir?» Alors je m'en fous, hein, mourir ça fait partie de la vie. D'ailleurs, je peux mourir demain, je m'en fous aussi, tu vois? Alors pourquoi la vieillesse, ça te fait peur? C'est vraiment le fait de Bah, parce que je suis là pour la vivre, alors que de mourir, je serais pas là pour le vivre, je serais morte. tu seras morte donc tu auras Voilà, pas la j'aurais pas conscience de conscience. savoir que tu es morte. OK. Exactement. Alors que la vieillesse, j'ai la conscience de la voir arriver tous les jours. Mais finalement, toute cette question sur la vie et cet aspect fataliste qui des fois, enfin quotidiennement te vient à l'esprit de à quoi bon? Est-ce que ça te fait souffrir ou est-ce que justement ça t'anime encore plus pour vivre encore plus? Parce que la peur de la mort peut nous donner encore plus envie de vivre. Ouais, mais moi, j'ai pas peur de la mort, hein. Moi, la mort, enfin Ça t'est égal parce que de toute façon tu seras pas là pour la vivre. exactement, Ouais. vraiment, mais depuis très longtemps, depuis que je suis jeune aussi, hein, je me suis toujours dit, et puis en plus, je pense que c'est ça. Je pense que comme je me suis toujours dit qu'il fallait que je puisse me dire, heu: «Je peux mourir demain, j'aurais fait ce que je voulais faire» Magnifique. et je te dis pas que j'ai tout fait, que j'ai tout vu, hein, mais enfin, la suite, elle m'intéresse pas plus que ça et des fois, elle m'intéresse et des fois, elle m'intéresse pas plus que ça. Donc là, vraiment, si je devais mourir demain, j'ai aimé, j'ai été aimée, j'ai réalisé ce que je voulais faire. Je me suis pas je me suis pas travestie. Mmh. Heu, j'ai gardé ma dignité. J'ai pas été une vendue. Heu, j'ai été quelqu'un de fiable avec moi, avec les autres. Je peux mourir, en vrai. Ta vie a été bien vécue. Ouais, j'ai bien vécu ma vie, je suis contente et si je meurs demain, je c'est pas grave. Mais en revanche, vu que je ne suis pas morte, je vais pas me faire chier non plus. Je suis là, donc il faut que je fasse des choses et donc je fais, après est-ce que quand je le fais, je suis autant animée? J'ai plus l'impression, que je sois en fait, je fais. J'ai la flamme, je sais pas si je l'ai encore en vrai. Je suis même pas sûre de l'avoir encore, je me pose pas non plus la question, mais, Ça veut dire quoi avoir la flamme? je sais pas, c'est cette étincelle de s'émerveiller des choses, d'être animé. Ouais, ça m'anime, mais toujours, 5 secondes, quoi. Mmh. Mais par contre, je fais parce que je me suis lancée. Mais c'est vrai que ce qui m'anime jamais très longtemps. Mais en même temps, ce qui me désanime jamais très longtemps non plus. Mmh. Donc en fait, il y a un espèce de bon équilibre. Je suis jamais ni trop up, ni trop down. Puis, Toujours dans une constance. ouais et puis ça me fait pas peur d'être trop up, comme ça me fait pas peur d'être trop down. Juste, je crois que je m'enflamme pas pour rien Tu à la je fois spectatrice et très actrice de ta vie, en fait. C'est toujours ouais, c'est dans ça. une balance de, bah, je prends ce que la vie me donne, je suis spectatrice, d'accord et donc
quand je vais le prendre, bah, je vais être actrice parce que je suis là et j'aime faire les choses, etc. Parce que tu dis beaucoup, je suis là donc je dois faire. Mais si tu ne fais pas, qu'est-ce qui se passe? Si tu te laisses être simplement, qu'est-ce qui se passerait? Eh ben, c'est la grande question. Je sais pas. Je me suis posé cette question, je sais pas du tout. Si je me laissais être et que je ne faisais rien, je pense que je m'ennuierais déjà. Même si j'adore m'ennuyer, mais un temps. Tu Euh, adores t'ennuyer. ouais, Mais quel spécimen es-tu? j'ai pas le temps de assez m'ennuyer. Tu sais que c'est très important de s'ennuyer pour nous, humains. Mais une Pour personne qui les dit je n'ai pas le enfants. temps, c'est principalement je n'ai pas le temps de ne rien faire et de m'ennuyer. Bah oui, j'ai pas le temps, moi non plus, de m'ennuyer et de rien faire, c'est l'enfer, hein. Mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir avoir le temps de rien foutre, de m'ennuyer, de regarder le plafond et de. Ça te rend créatif. Hmm. C'est pour ça qu'on dit que les enfants, faut les laisser s'ennuyer. Parce que ça développe leur imaginaire, etc. Aujourd'hui, j'ai plus le temps de développer mon imaginaire autant que ça, heureusement qu'il est riche, parce que j'ai pas le temps de me faire chier, quoi. J'ai pas le temps d'être là, à rien faire. Mais rien. Ça m'arrive, heureusement, mais j'aimerais que ça m'arrive plus. Et je parle de vraiment rien faire, même pas regarder un film, hein. Oui. Et donc, si je faisais rien, je pense que je serais créative, en vrai. Je pense que j'aurais des idées pour plus tard pour faire. Mais personne t'oblige à faire. Si là, par exemple, après le podcast, tu voudrais prendre une pause à rien faire et à regarder le plafond, tu pourrais le faire. Ouais, Parce que mais t'es j'ai des maître de ta rendez-vous. vie. T'as des rendez-vous, mais que tu choisis de, D'accepter complètement. de booker, voilà, et d'y aller Complètement. et de les faire. Ah oui, Mais tu pourrais complètement. totalement annuler ton prochain rendez-vous et dire non, là, pardon, je vais regarder le plafond. Ouais, c'est vrai, je pourrais faire ça. Mais une fois que je suis engagée, après, je culpabilise si j'annule. Ok. Et donc, imaginons demain, t'as aucun rendez-vous, tu pourrais le faire? Non, je me trouve toujours un truc à faire, c'est l'enfer. Pourquoi? Mais je pense que c'est pour pas penser en vrai. Voilà. Donc, Ouais, t'évites l'ennui alors, pour pas penser. ouais. Parce que si tu te laisses penser, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui Eh te ben, fait je vais te peur? dire à quoi je pense parce que je Dis-moi. le sais, puisque quand je me couche le soir, les 70 000 pensées que j'ai bloquées J'imagine. dans la journée se Ouais, pointent exactement, en j'imagine. réunion. Et du coup, tu te dis Alors, quoi? je pense à la mort des gens que j'aime. C'est récent, ça, hein. J'y pense pas du tout avant. D'accord. Ou en tout cas, avant, j'arrivais plus à le. Mhm. Là, je pense à la mort des gens que j'aime. Et je me dis, oh là là, ils vont mourir un jour. Et ma mère, et mon frère, et mes amis, et ci, et ça. Et je m'angoisse. Et je me dis, oh, non, j'ai pas envie de vivre ça. Et après, je me dis, bon, en même temps, j'ai déjà vécu, j'ai survécu. Première pensée. Deuxième chose, j'ai ma to-do list qui traîne dans ma tête parce que je ne l'ai pas écrite. Donc, je me lève, je l'écris. Comme ça libère de Mhm. l'espace mental. Et puis après, je pense à. Pense à rien, je pense, j'ai plein de pensées qui me viennent, mais je pense que c'est l'angoisse que je mets de côté, je pense que de rien faire, ça m'angoisse. Mais après, c'est normal, hein, je suis accro au cortisol et quand j'arrête de travailler, que je suis en vacances, il me faut 10 jours pour être bien. C'est 10 jours de sevrage et pendant ces 10 jours, je déprime comme jamais. J'ai la dépression, j'ai l'impression que ma vie n'a aucun sens et passer ces 10 jours, je kiffe ne rien faire. Mais là, tout de suite, si tu me dis: «Viens, on fait rien maintenant», je serais encore sous l'effet du cortisol, donc Mhm. j'aurais l'impression de par contre, quand je dis: «OK, là, je suis en vacances. Là, je fous rien». Je laisse passer la dépression parce qu'elle est là et qu'elle fait partie de la vie, hein, il y a pas de problème. Cet état mélancolique un peu, et après, par contre, je kiffe et là, je suis bien. Mais il faut passer ces 10 jours et ces 10 jours, je les prends une fois par an seulement, donc Qu'est-ce que tu fais? Ou alors comment tu gères toute cette angoisse que tu as quand tu penses la nuit, quand tu passes ces 10 jours en dépression, en déprime, en tristesse? Comment tu gères tout ça? Comment tu gères tes émotions? je laisse. En fait, j'ai pas peur d'être déprimée parce que j'adore la dépression, parce qu'elle dure pas longtemps chez moi. Mm. Donc c'est vraiment même pas une dépression, c'est une déprime, une vraie bonne déprime. En fait, j'adore le désespoir parce que j'ai remarqué, grâce à ma psy, que derrière une période de désespoir, il y avait tout le temps une grande période de créativité chez moi. Et du coup, après le désespoir, il y a l'espoir. Après l'ombre, il y a la lumière. Donc, je laisse être totalement cet état. Si je dois pleurer, je pleure. Si je dois rire, je rigole. Si je dois... Et surtout, que personne ne me console. Je dis, mais laissez tomber. Je veux y être. Laissez-moi. Quand j'aurai touché le fond, je vais remonter. Parce que je suis pas inquiète, je sais que je vais remonter. Donc, je touche le fond avec bonheur, hein. C'est genre, en fait, quand tu me vois, on dirait pas que je suis déprimée. Mais je suis au fond du sac. À tout moment, je peux pleurer, tu vois. Mais ça va. Ça passera, je le sais. Tu me fascines, Sabrina. Ah Tu ouais, me putain, vraiment, c'est complexe. fascines. Non, mais est-ce que cette sagesse, tu l'as atteint grâce à la psychothérapie? Heu, alors, franchement, si je suis très honnête, même si ça paraît très prétentieux, j'ai toujours été comme ça, même enfant. J'ai toujours été assez lucide, assez sage, même si j'étais un bout en train, que j'étais dans tous les sens, mais j'ai toujours été, hyper consciente de plein de choses
et assez sage dans le côté sagesse, ouais. C'est-à-dire que j'ai toujours pris les choses avec observation, en relativisant. J'ai jamais créé du drame là où il n'y avait pas lieu d'avoir du drame. Je vais te raconter une anecdote toute conne, mais mon copain avait fait un infarctus dès qu'il est allé se faire opérer, point, quoi. Tu vois? C'est-à-dire qu'il m'a appelé, il m'a dit: «Ouais, je vais aux urgences, j'ai un infarctus». OK, il fait un infarctus, on l'opère, on lui met 2 stents. Enfin, j'ai pas versé une larme, quoi. J'étais pas Il y a pas besoin de faire un drame là où il y a pas de drame, tu es vivant. Alors que mon entourage me dit: «Ça va? Tu es triste, non?» Je dis: «Bah non, pourquoi?» Il dit: «Bah quand même». Je dis: «Bah quand même quoi? Il est vivant». «Bah oui, mais attends, c'est chaud ce qui est arrivé». «Oui, enfin avec les si, s'il avait été mort, si Mmh. ça». J'ai pas le temps pour ça, la vie elle est trop dure déjà. Mmh. Donc en fait, moi je suis assez genre, je m'inquiète que s'il y a lieu de s'inquiéter, je Mmh. dramatise s'il y a lieu de vivre un drame Mmh. et sinon, je relativise. Tu te permets de vivre tes émotions à travers un spectre rationnel. Ouais, exactement. Mais je vis mes émotions, mais Ouais. juste, quand il y a vraiment lieu qu'il y ait une émotion, puis même si d'un coup je suis traversée et que je m'y attendais pas, bon bah, je suis traversée, je m'y attendais pas, c'est pas grave, mais je la nourris pas. Enfin, tu sais, une émotion, elle Mmh. dure 90 secondes Ouais. dans ton corps, hein, donc après tout le reste du temps, c'est ce que toi t'en fais. Oui. Donc moi, je vais pas en faire un drame là où il y a pas de drame. Et alors, en parlant de drame, justement, j'ai remarqué que tes films et tes séries, étaient vraiment tournés dans le genre du drame, en général. Est-ce que, c'est alimenté de, justement, ces périodes où tu es très, déprimé, où tu es en déprime et donc tu es plus créatif et c'est pour ça que tu aimes cette phase? Ou, pas du tout, c'est juste parce que, tu aimes ce genre et puis voilà, c'est comme ça, c'est Non, ouais, ça a pas forcément de lien parce que quand je suis déprimée, je suis créative, mais je peux écrire des comédies super aussi. Non, alors, le seul film que les gens ont vu, c'est un film dramatique. Mais par contre, j'ai fait beaucoup de comédies qui étaient des comédies dramatiques d'accord. et j'ai fait des films trash. Mmh. En fait, ça arrive, c'était pas forcément mon univers, hein. Oui, Je fais pas forcément des films sociaux normalement, moi, hein. Je OK. suis pas. Vas-y, parle-moi de Ça arrive. D'où est-ce que c'est venu, l'envie, l'idée? Pourquoi drame? Pourquoi est-ce que tu l'as construit comme ça? Parle-moi de ce film. Ça arrive, c'est venu d'une impro qui a eu lieu dans mon école, d'une fille qui s'appelle Émilie Poinceau qui joue dans le film. Qui jouait une prostituée, elle avait un rôle de composition, elle devait faire une prostituée, de trottoir. Pas une escorte, pas, Mmh. vraiment, ce qu'on voyait à mon époque quand j'ai dans les années 80 ou sur le boulevard Net, on avait plein et je sais pas pourquoi, ça avait aucun rapport. Je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien voir si cette femme portait plainte. Comment on la recevrait du coup?» Et j'avais envie de faire tourner plein d'élèves à moi et j'avais envie de parler des violences sexuelles faites aux femmes et aux hommes. Donc je me suis dit: «En vrai, j'ai envie de faire un film, huis clos», parce que j'adore les huis clos et je vais mettre plein de témoignages, pour montrer, ben, plein de choses. D'abord, l'envie première, c'était la curiosité de voir comment seraient traitées ces affaires. La deuxième, faire tourner mes élèves qui, je trouvais, pour ceux qu'il y a dans le film, très bons et que j'avais vraiment envie de mettre en avant et en lumière. La troisième, faire un huis clos, j'adore ça et j'en fais souvent. Et la quatrième, ensuite, c'était: «OK, qu'est-ce qu'on raconte?» Et là, ce que j'avais envie de raconter, c'était, il y a pas un viol, il y a pas une réaction, il y a pas, un type. Voilà, il y a 8 milliards d'habitants sur la planète. Donc il y a 8 milliards de personnes uniques qui réagissent différemment aux choses, qui les prennent différemment, qui les vivent différemment et cetera et cetera. Donc j'avais envie de montrer, voilà, un panel de plusieurs agressions. J'ai pas pu tout mettre avec ma co-scénariste Catherine Sorolla. On a dû faire des choix malheureusement. Donc on avait créé une campagne TikTok, où on mettait tous les cas qu'on n'avait pas pu mettre dans le film, qui est joué par les mêmes acteurs du film. Et quoi d'autre? Je sais plus c'était quoi la question? C'était d'où est-ce que Ah l'inspiration oui, t'est le venue? drame, Pourquoi le voilà. voilà, le Alors en drame, vrai, il y a plein de scènes l'idée? comiques dans Ça arrive aussi, hein. J'ai dû en enlever une parce qu'elle passait pas bien. C'était une espèce de satire du MeToo mytho, quoi. OK. Celle-là est pas passée, Bah, elle est pas passée. en Politiquement correct festival. empêche. Voilà et en vrai, je regrette de l'avoir enlevée parce qu'elle était très drôle Mmh. et que la comédienne et le comédien jouaient très bien Mmh. et mais bon, à un moment donné, il faut savoir des fois faire des compromis. Donc j'ai fait ce compromis-là, mais il y a toujours de l'humour, hein, dans mes drames, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que, c'est ça qui te sauve du drame, c'est de rire. Enfin, les gens qui disent: «On peut pas rire de tout», OK Pas si tu d'accord. veux, mais pas du tout, on peut rire de tout. Heureusement qu'on rigole de tout et puis ça, c'est vraiment une phrase de gens à qui il est rien arrivé, on peut pas rire de tout, je trouve. C'est vraiment une phrase de bobo à qui il est rien arrivé ou de new age personne ou Pourquoi? de, mais parce que, c'est les gens qui ont vécu le drame, ils se marrent, ils ont de l'humour noir, Mmh. ils ont ça qui les sauve, ils sourient et ça se juge pas, en fait. C'est comme ça et à chaque fois que j'entends cette phrase, c'est quelqu'un
qui a pas de passé, qui a pas de trauma au-delà de la normale, on va dire, parce qu'on a tous des traumas, mais c'est vraiment une phrase, ça, pour moi, c'est le misérabilisme vu d'en haut, tu vois. Il y a un truc comme ça où on se sent plus grand et on dit non, mais on peut pas rire de tout, les gars. Mais parce que moi, il m'est rien arrivé, donc je trouve ça horrible. Tout à l'heure, tu parlais d'un concours de misère. J'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Ah oui. Si tu remarques les gens parler, Ah oui. des fois, c'est une bataille pour être celui qui souffre le plus. C'est ça. C'est ah oui, bah moi, mais ah ouais, mais moi aussi la dernière fois. Et là, si tu renchéris. Et en fait, mais les gars, vous êtes en train de faire un concours de misère. C'est celui qui Ouais, est c'est le ça. plus triste qui a gagné. Enfin, juste posez-vous la question. Et en fait, j'ai l'impression que ouais, aujourd'hui, on est un peu dans un constant concours de misère. C'est en fait, moi, je suis plus malheureux, donc j'ai besoin de plus de peine que les autres. Mais en fait, la peine des autres ou alors enfin, te consoler, ça va rien changer dans ta vie. Tu vas pas te sentir mieux Ah après non, ou non. y a rien de gratifiant à être le plus misérable Ouais, non, c'est autour de clair. la table. Mais en général, c'est parce que c'est des gens qui ont besoin d'attention. Totalement. Donc, en fait, ils attirent l'attention comme ça. Mm. Et moi, je le vois dans mon école d'acting, hein, ils restent pas ceux-là en général parce que moi, je leur donne pas vraiment l'attention qu'ils recherchent, puisque moi, je viens pour te former à être acteur. Donc, je suis pas là pour soigner tes traumas, etc. Je peux te donner les clés, mais c'est pas mon métier. Mon métier, là, à ce moment-là, c'est de t'aider à devenir un meilleur acteur. Mhm. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, en tout cas, il y a comme une mode, en fait. C'est ça, Il y a exactement. une trend à avoir des Mm. traumas. Et puis alors, ils se présentent comme ça maintenant. Ouais. Moi, je sais qu'il y a des gens qui se présentent avec leurs étiquettes. Donc, je suis TDAH, HPI, HPE, traumatisé de ci, traumatisé de ça. Non, mais stop. Viens, on fait de l'acting. Et c'est pas que j'ai pas envie d'entendre, hein, mais on est dans un cadre où il y a 25 personnes. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un truc avec l'écoute où on dit oui, il faut qu'on écoute, etc. Très bien, mais tout le monde n'est pas obligé d'écouter. Mm. Il y a un manque de pudeur totale, je trouve. Enfin, tu lâches pas forcément ta bombe à tout le monde. Tu as un cercle pour ça, de proches, de gens, de confiance, etc. Mhm. Et je suis sûre que si on demandait la vérité, parce que les gens adorent faire les hypocrites, mais si on disait véritablement, t'avais envie d'entendre ça? Les gens vont dire, ben non, mais j'étais hyper mal à l'aise, c'est sorti de nulle part, c'est hyper. Mais c'est pas parce que l'autre n'a pas envie de l'entendre que t'as pas le droit de le dire, hein. Mm. Mais respecte juste que, en fait, respectons. Toi, t'avais envie de le dire, je respecte. Ouais, Moi, c'est j'ai pas ça. envie de l'entendre, respecte C'est aussi. ça. C'est juste ça. Mm. Mais non, il y a un truc aujourd'hui, c'est pour ça, vaut mieux éteindre, je te jure. Mm. Quels ont été les retours après ça arrive? Parce que j'ai aussi, je me demandais, c'est un sujet qui est si sensible et qui touche tellement que je me dis, est-ce que ça peut être un levier de conscience? Donc oui, mais est-ce que c'est pas aussi un risque de retraumatiser? Imaginons des personnes qui ont été agressées sexuellement, etc., qui voient le film, ou même des personnes qui connaissent des personnes proches. Enfin, comment est-ce que tu trouves le juste milieu? Ah, moi, je le trouve pas, chacun est grand, Tu le chacun trouves? se gère. Ouais. C'est pas C'est pas ton rôle. c'est pas C'est mon pas ton rôle. rôle. Je veux dire, tu sais de quoi parle le film, t'as lu le pitch, t'as vu la bande-annonce. Si tu veux le voir, c'est que tu viens chercher quelque chose. Si tu veux pas le voir, c'est que tu viens pas chercher tu veux te protéger, que tu veux. C'est pas mon problème comment mon film il est reçu, vraiment pas. Et d'ailleurs, je ne me souviens plus de ce qu'on a dit de mon film, si je suis très honnête. Magnifique. Je lis pas les critiques qui sont écrites. Mmh. Ce qui va me revenir, ça est des trucs qu'on m'a dit plusieurs fois. J'ai plusieurs fois vu film poignant, film poignant, film poignant. Mais ça veut rien dire. Oui, voilà, c'est un gros titre, quoi. C'est un gros titre. Après, si je suis très honnête, je me souviens pas de ce en fait, je l'ai fait vraiment pour moi, c'est pas genre pour faire genre. Donc que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, ça me fait le même effet. Parce que tu l'as pas fait pour les autres. Exactement. Donc que tu me fasses un compliment ou une critique, ça me fait le même effet. Donc tu sais, le cerveau retient beaucoup ce qui t'a marqué émotionnellement. Mmh. Ben moi, ça me marque pas émotionnellement. Alors, je trouve ça adorable les gens qui viennent me parler du film et je les écoute. Et ce qui va me marquer en général, c'est ce qu'ils vont me raconter d'eux à travers ça. Mais par contre, les gens qui me parlent que du film, ils racontent toujours quelque chose d'eux. Mais ça va me marquer. Je vais me souvenir de leur histoire. Mais je vais pas me souvenir de ce qu'ils ont pensé du film. Parce que à ce moment-là, ni ça m'a fait plaisir, ni ça m'a pas fait plaisir. Je m'en foutais un peu, quoi. Mais c'est pas pour dire ne venez pas me dire, j'en ai rien à foutre, mais je trouve ça adorable de le faire. Et je trouve ça très, très honnête aussi de le faire dans l'autre cas quand tu n'as pas aimé le film, etc. Mais en fait, c'est subjectif tout ça. C'est chacun avec son prisme de ses zéros à l'âge qu'il a au moment où il me parle, avec son vécu, son expérience. Donc son avis le regarde et moi je l'écoute, je l'entends, mais après il me reste pas, quoi. Comme les critiques de cinéma. Ça, c'est drôle. Ce que tu viens de me dire, ça m'a fait penser à une phrase. Je sais plus de qui est la phrase, mais c'est le public qui ne vient pas voir l'acteur sur scène, le public qui vient se voir à travers l'acteur sur scène. Ouais, complètement. Bien sûr.
Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi en tant qu'artiste, en tant que Sabrina? M'en fous, je te jure. En tant que Sabrina, j'aimerais qu'on retienne qu'en tout cas, j'ai essayé de rajouter ma petite pierre à l'édifice. J'ai essayé de donner. Je sais pas si j'ai réussi, je sais pas si ça en a aidé beaucoup, mais j'ai essayé. Heu, Après l'artiste, j'en ai rien à foutre de ce qu'on retient de moi. L'artiste, c'est un jeu, tu vois? C'est pas qui je suis ça, c'est un moyen de m'amuser le cinéma, c'est pas sérieux le cinéma. Alors oui, c'est sérieux bien sûr que j'adore en faire mais enfin la vie, c'est pas le cinéma. La vie, elle est ailleurs. C'est pour ça que je me prendrai jamais au sérieux en faisant du cinéma. Je veux dire, quand je vois ces acteurs avec leurs caprices à 2 balles, là, qui se sentent importants parce qu'ils font des films, mais les gars, juste taisez-vous à jamais, vous changez la vie de personne, quoi. Vous faites juste des images. Tu vois, je respecte plus un chirurgien qu'un acteur. Mais je respecte le travail d'un acteur qui a travaillé, pas le travail d'un acteur qui se la joue au talent, soi-disant, mais qui a bossé, qui a voulu transmettre quelque chose. Je respecte ça, je le suis aussi, mais ce que je veux dire, c'est que faut redescendre 5 minutes. Quand ça te monte à la tête, juste prends du recul, que ce soit acteur, réalisateur, danseur, chanteur, peu importe en fait. Même dans la vie de tous les jours, même chirurgien aussi. Bon, là, tu sauves des vies, mais à un moment donné, il faut juste prendre du recul et tout ça, c'est une farce. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est c'est juste une joke, c'est une grosse joke. Donc voilà, moi, ce qu'on retient de moi en tant qu'artiste. Sabrina, si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle? Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'adore cette phrase de Mark Twain, je l'ai tatouée sur ma cheville, histoire de bien m'en souvenir, qu'elle me marque. J'adore cette phrase parce que moi, j'ai fait tout comme ça dans ma vie. J'ai jamais écouté les gens qui m'ont dit c'est impossible. Je me suis toujours dit et il y a plein de choses que je savais pas impossible et qui du coup me laissaient cette innocence, tu vois, et que j'ai fait sans savoir qu'en fait c'était difficile à faire et en fait c'est passé. Donc j'adore ça. Je trouve que on n'a rien à gagner à dire à quelqu'un que c'est pas possible, à part lui enlever son innocence. Laisse-le essayer, ça se trouve pour lui c'est possible, on n'a pas tous le même chemin, pas tous le même destin. Donc j'adore cette phrase et c'est l'histoire c'est Catherine qui m'a raconté ça, ma co-scénariste. C'est l'histoire des bumblebees. Je savais pas, mais tu sais, les bumblebees, elles sont pas censées pouvoir voler. C'est quoi les bumblebees? Tu sais, c'est les espèces de gros. Appelle des bumblebees. Tu sais, ils ont un énorme corps, on dirait des bourdons un peu, tu vois. Ah, ok. Des lucioles? Non, Non non, c'est comme un bourdon, je crois. Ça Ok, ressemble comme à un bourdon, mais d'accord. ça s'appelle un bumblebee. D'accord, ok. J'ai pas l'image, mais je te montrerai. Et en fait, ils sont tellement gros et leurs ailes sont tellement petites Mhm. que scientifiquement parlant, on ne comprend pas comment c'est possible qu'ils volent. C'est fou. Et ils volent. Et donc j'adore ça. Ils savaient pas que c'était impossible. Voilà, ils savent pas que c'est impossible, donc ils volent. Merci Sabrina pour cette conversation. Bah merci à toi. Merci de m'avoir écouté. Mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.